Bonjour tout le monde, bienvenue en ce 23 avril de beau temps printanier. Ça nous fait très plaisir de vous accueillir pour ce troisième webinaire du Rézal autour de la place des jeunes dans la ville. On va commencer avec une très rapide présentation du Rézal et puis qui va évidemment être suivie de la présentation de nos 4 panélistes qui va être modérée aujourd'hui par Sylvie Boivin. Voilà, merci Vanessa. Alors très rapidement, le Rézal, c'est le réseau d'échange et de soutien aux actions locales. Il a été créé en 2011 dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'intervention québécois sur les gangs de rue, avec le soutien aussi de la Ville de Montréal. Le projet est vraiment de rassembler un réseau d'acteurs aux expertises diversifiées qui peuvent venir en soutien au milieu montréalais. Alors, très rapidement, se sont joints toute la liste que vous avez ici à l'écran, notamment l'Anonyme, le regroupement Tandem, le CPRMV, PAC de rue, le CIPC que je représente également avec ma collègue Vanessa, la ville, le CIUS Centre-Sud, le SPVM, le CIUS Ouest de l'île, l'Institut universitaire Jeunes en difficulté, l'OMHM, le regroupement des organismes communautaires de travail, québécois pour le travail de rue, et le Centre de services scolaires, anciennement Commission scolaire francophone, ainsi que la Commission scolaire anglophone de l'île de Montréal. Alors, ces organismes-là forment aujourd'hui notre comité de coordination et on cherche à soutenir le développement d'actions concertées adaptées aux réalités locales et à la transversalité des enjeux de violence. Notre mission, elle se développe sur 3 volets: le partage de connaissances à travers les événements comme aujourd'hui, mais aussi les bulletins, revues de pratique et autres types d'outils, le renforcement des capacités, notamment aussi avec des outils, mais aussi des formations, des ateliers, etc., et l'accompagnement des milieux spécifiquement. Nous vous engageons à consulter notre site et prendre contact avec nous. C'est notre mission de vous soutenir, organismes communautaires, organismes du milieu, dans vos besoins. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour ça et ça nous fait toujours très plaisir d'avoir des retours. Alors, le 3e colloque annuel du Rézal, en pleine pandémie, en général, on aime ça faire ça en présentiel. Cette année, on a dû improviser une formule virtuelle. Il est axé autour de la place des jeunes dans la ville et il a été un petit peu comme spreadé en bon français à travers l'année sur 3 webinaires dont nous sommes réunis aujourd'hui pour le 3e. Le premier sur sport, art et loisirs, le second sur les savoirs et la culture et aujourd'hui sur l'emploi et l'habitation. Donc, ça nous fait très plaisir d'être ici pour le 3e. Les 2 premiers se sont très bien passés. Nous voulons utiliser ces 3 webinaires-là comme support aussi à la tenue d'un colloque annuel que nous espérons pouvoir tenir en se voyant autour d'un café et en jasant cet automne, donc en 2021. On croise les doigts et on espère vous y voir. Alors, je vais passer la parole à Sylvie Boivin, qui est directrice de l'Anonyme et qui va modérer cette conversation. Merci. Merci beaucoup, Ariane. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Encore, merci d'être présent. J'ai vu sur la liste des personnes qui se sont présentées à l'ensemble des webinaires. Alors, on va tenter aujourd'hui de vous entretenir sur l'emploi et la culture, l'emploi et l'habitation comme facteur de protection. On a 4 panélistes fort intéressants. On a bien hâte de vous les présenter. Alors, je me permets dès maintenant de vous nommer les personnes qui vous entretiendront cet après-midi. Monsieur Sébastien Lanouette, directeur général de ressources jeunesse de Saint-Laurent. Madame Marie-Noëlle L'Espérance, directrice d'En Marche 12-17. Madame Déborah Grillot, travailleuse de rue, coordonnatrice du projet Tapage à PAC de rue. Martin Labrec, coordonnateur du programme d'insertion à Insertec. Ce seront les 4 panélistes pour aujourd'hui. Je vous explique comment ça fonctionne. En fait, chacun d'entre eux ont reçu une liste de questions qui vous seront affichées dans quelques minutes. Voici les questions. Et elles ont préparé leur présentation qui dureront environ une douzaine de minutes chacune. Et par la suite, vous aurez l'opportunité à la fin d'échanger avec eux. J'avais un commentaire dans la section chat
qui demandait que la caméra n'apparaissait pas. En effet, les caméras dans la formule qu'on a aujourd'hui, c'est seulement l'animation et les panélistes qu'on voit. Toutefois, vous pouvez utiliser allègrement le chat pour poser vos questions pendant les présentations. Sachez que les réponses aux questions seront reprises à la fin des 4 présentations pour éviter qu'on perde du temps dans le transfert. Alors, on va prendre en compte l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas à les écrire dans le chat pendant la présentation des personnes qui passeront à tour de rôle. À la fin, vous recevrez un petit questionnaire. On souhaite bien sûr vous voir en présentiel, comme ma collègue vous l'a dit, Ariane, en cours de 2021, mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Alors, dans ce contexte-là, si on souhaite éventuellement refaire des webinaires, on aimerait avoir votre input pour nous aider à améliorer toujours le travail qu'on fait à chaque fois. Alors, on va vous demander à la fin de compléter le formulaire qui sera transmis dans la section discussion et que vous recevrez sur Eventbrite, où vous avez aussi eu la capacité de vous prévaloir de vos billets. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre premier panéliste et je demande aux 3 autres de fermer leur caméra. Et ce sera au tour de M. Sébastien Lanouette, directeur général de Ressources Jeunesse Saint-Laurent, de nous entretenir. M. Sébastien Lanouette est impliqué dans les milieux jeunesse depuis plus de 25 ans. Il a fait des études en animation et recherche culturelle à l'UQAM et a développé une grande expérience de gestion en milieu communautaire, en travaillant dans une table de concertation, en soutien alimentaire, puis depuis bientôt 10 ans comme directeur général de Ressources Jeunesse de Saint-Laurent. Membre du CA du regroupement des Auberges du Cœur et du RAPSIN, il a fait la lutte à l'itinérance et les enjeux liés aux jeunes en difficulté le cœur de son action sociale. Ressources Jeunesse Saint-Laurent anime une maison d'hébergement pour jeunes en difficulté ou de la rue de 16 ans à 22 ans mixte de 11 lits. L'organisme pratique une approche globale avec une intervention en lien avec l'affiliation sociale. Ressources Jeunesse Saint-Laurent opère aussi 34 appartements supervisés pour jeunes de 18 à 25 ans, leur permettant une première expérience positive en logement. C'est bien à ton tour, Sébastien, de nous entretenir. Bonjour, merci Sylvie pour la présentation. C'est bien, ça inclut, en plus, j'avais oublié, ça inclut la présentation de l'organisme. Donc, ça, c'est fait. Ça va gagner du temps pour répondre aux questions qui sont là. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais surtout me concentrer justement sur la partie hébergement de ressources jeunesse. Parce que je pourrais faire, juste là-dessus, je pourrais faire 1 heure, puis les appartements, ça sera 1 autre heure. Donc là, on va se concentrer sur la maison d'hébergement pour aider à bien la saisir. En fait, il faut imaginer un peu, en fait, c'est une grande maison, c'est une maison ancestrale. On est situé dans l'arrondissement Saint-Laurent. Ça a été une des premières maisons de ce quartier-là. On a des photos à l'époque, en 1940, qui montrent un grand champ à Saint-Laurent, alentour de la maison qu'on a nous, acheté en 1989, dans le fond, qui a subi plusieurs modifications depuis, mais on a réussi à garder à l'intérieur le côté vieillot qu'il y avait avec les maisons construites dans les années 1940. Donc, on a encore le bois, on a encore les escaliers d'origine qui commencent à être usés. Ça va être un projet de rénovation à venir. On a des chambres qu'on a rajoutées. En gros, la maison d'hébergement de ressources jeunesse, c'est 11 lits dans 9 chambres. Donc, on a 2 chambres doubles. C'est chacun un espace, dans le fond, pour les jeunes qui viennent habiter chez nous. Ils peuvent être là de 0 à 6 mois. On a un grand salon, une grande cuisine, une grande salle à manger avec une grande table. L'idée, c'est de créer un lieu où les jeunes se sentent chez eux. C'est un lieu où les jeunes peuvent venir, sont là dans leur environnement qui leur est propre. Ils reconstruisent un milieu de vie qui leur appartient. Donc, ça répond un peu à la première question, qu'est-ce qui a amené à définir le projet, à quel besoin ça répond auprès des jeunes. Bien, quand ça a été créé, Ressources Jeunesse, à l'époque, c'était vraiment pour les jeunes de la rue, les jeunes oubliés, les jeunes marginalisés. Entre autres, aussi les jeunes qui sortaient des centres jeunesse. On s'est spécialisé à travers le temps en faisant du 16-22 ans. Spécifiquement, dans le fond, nous, on fait la sortie des jeunes trop souvent, à la sortie des centres jeunesse, les jeunes vivent un trou de service, si on veut, quand ils ont 18 ans, ou même quand ils ont 16-17 ans, des fois, ils ne veulent pas, ou les centres jeunesse leur disent que ce n'est peut-être pas le moment qu'ils viennent dans un centre jeunesse très encadré. Alors, nous, on a été créés vraiment dans ce moment-là, où les jeunes deviennent adultes
je mets des grosses parenthèses, mais légalement, avec toutes les responsabilités que ça peut avoir, mais aussi avec des fois le manque de soutien que ça peut avoir dans les communautés, dans la DPJ. On sait entre autres, là, depuis une couple de temps, que la DPJ, malheureusement, est un facteur de création d'itinérance, en tout cas pour les jeunes qui passent par les centres jeunesse. Donc, un jeune sur 5 qui passe par les centres jeunesse va vivre une situation d'itinérance dans les 2 ans suivant la fin de son passage dans les centres jeunesse. C'est énorme, 1 sur 5. Donc, nous, Ressources Jeunesse, ce qu'on espère, c'est permettre à ces jeunes-là à ces jeunes-là qui viennent chez nous, d'avoir un lieu, un espace. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a été créé pour dire on ne peut pas les laisser dans la rue. Les gens ont besoin de soutien. Ce n'est pas vrai que quand tu as été placé à 12 ans en centre jeunesse, quand tu sors à 18 ans, ce n'est pas vrai que tu es prêt à affronter la vie comme un adulte, que tu es prêt à aller t'organiser comme si de rien n'était, comme si ton adolescence en centre jeunesse, par exemple, n'avait pas compté, comme si les difficultés que tu avais vécues, les abus que les jeunes avaient vécu n'avaient pas compté auparavant. Puis c'est à 18 ans, bye-bye, débrouille-toi, puis au pire, mets-toi sur le bien-être social si tu es capable de trouver comment je dirais ça, tes papiers, en plus, parce que souvent, ils n'ont même pas leurs papiers pour faire leur demande. Donc, nous, on est un lieu où ce qu'on fait une approche globale, c'est-à-dire qu'on va qu'on répond aux besoins du jeune, c'est qu'on répond. À quel besoin on répond? On répond aux besoins que le jeune identifie. Des fois, c'est de l'aider à identifier ses besoins. Des fois, c'est d'avoir un temps pour se reposer. Des fois, c'est d'avoir un temps pour explorer de la liberté, qui n'avaient pas non plus, justement, soit parce qu'ils viennent de milieux familial très stricts ou de centres jeunesse qui sont aussi très stricts, justement. Et c'est une différence dans l'approche. Il faut comprendre que nous, c'est une approche qui est basée sur le volontariat du jeune. Il faut que le jeune veuille venir chez nous. Et justement, les jeunes, des fois, ils viennent chez nous, ne sont pas prêts à être chez nous. Donc, ils vont repartir. Mais Ressources Jeunesse, en tout cas, l'approche qu'on a, l'approche globale, va baser sur le fait que, OK, si tu as besoin de partir, c'est que tu as à vivre ça peut-être. Puis peut-être que tu as à explorer une forme, soit de rue ou de couchsurfing ou d'aller chez des amis, mais sache qu'on est là. Puis tu peux revenir vers nous. Puis souvent, on a un 2e séjour qui se fait quelques mois après un premier qui a peut-être été plus court. Puis à ce moment-là, les jeunes sont décidés, puis là, ils embarquent dans la démarche qui vient d'être faite. Là, je suis en train de sauter de 2 ou 3 questions en même temps. C'est mon genre. Je regarde mes notes. Fait que c'est pour ça que je regarde à gauche. Donc, c'est ça. C'est de quelle manière, en fait, ce projet a-t-il créé un espace pour les jeunes dans la ville? Mais en créant une maison, en créant un espace pour eux. Ils savent qu'ils ont un toit. C'est un port d'attache un peu. Dans une ville comme Montréal qui est qui bouge énormément, qui facilement, les jeunes, en se promenant d'un quartier à l'autre, en voyageant, en se promenant dans le métro, peuvent, d'une certaine façon, quand même, se ramasser sans racines assez facilement. Une maison d'hébergement comme Ressources Jeunesse, c'est une place qui existe pour eux. Fait que même quand ils sortent de là, ils savent qu'il y a cet élément-là qui reste. Il y a des intervenants 24 sur 7, il y a il y a de la vie, il y a des amis, des liens qui se créent là. Justement, ça se prouve dans comme je disais, les 2e séjours, ou aussi nos anciens qui reviennent. On se crée un fort sentiment d'attachement. Ça répond un peu à la question suivante, là, quels sont les facteurs de notre projet? Une des facettes de notre intervention, c'est l'affiliation sociale. On se sert de la maison pour créer un lien. Les jeunes qui viennent chez nous, les jeunes qui vivent l'itinérance, c'est souvent des jeunes justement qui n'ont pas de lien. On le sait que l'itinérance, c'est justement c'est une grande solitude souvent comme réalité et c'est souvent qu'on a brisé, que leurs liens, les liens familiaux, les liens amicaux sont souvent brisés, on se ramasse de plus en plus isolés. Alors la maison, Ressources Jeunesse sert à recréer ces liens-là. Ils s'attachent au lieu, autant que ce soit les intervenants ou les autres jeunes. Souvent les jeunes, en fait, même, ils se créent des cohortes qui restent amis, qui peuvent se soutenir à travers le temps, même après leur départ, même après leur séjour. Mais des fois aussi, c'est la maison, c'est le lieu en lui-même, c'est les barbecues qu'on peut faire. On a une terrasse à l'extérieur avec des arbres. C'est les activités qu'on peut faire. On offre toute une gang d'activités à travers nos intervenants. Puis des fois, donc, on a commencé, bien là, on s'entend, là, je parle comme s'il n'y avait pas de pandémie. C'est plus difficile en pandémie de recevoir des gens, mais normalement, on fait des déjeuners des anciens, par exemple. Parce que là, les anciens, quand ils reviennent déjeuner avec les jeunes qui sont là actuellement pour... Puis là, ça permet juste de discuter. Puis là, les jeunes qui sont là actuellement, qui vivent leurs difficultés, qui sont comme maudits, qu'est-ce que je fais dans une maison d'hébergement, ils voient quand même le parcours fait par les autres à travers le temps. Et ça l'a vraiment, ça crée vraiment
comment je dirais ça, un grand sentiment pour le jeune qui a une place qui est à lui. Donc, ressources jeunesse, mais à travers ça, dans la ville, il habite à Montréal. Ce n'est pas juste une personne qui circule à Montréal. Il y a un lieu, il y a une place à lui. En tout cas, c'est ce qu'on espère créer comme approche auprès des jeunes. Je pense que oui, ça fait 30 ans qu'on existe. Fait que je pense qu'il y a des résultats. La preuve étant aussi des anciens qu'on voit des fois des années plus tard, qui nous reviennent, qui se rappellent d'où ce qu'on est. C'est quelque chose aussi, des fois, quand on a des événements, on a des jeunes qui viennent, ça fait 10, 15 ans qu'on n'a pas vu. Mais comme on est là physiquement, comme ça existe physiquement, Ressources Jeunesse, ils reviennent vers nous, ils reviennent nous voir. Puis des fois, c'est un coucou, puis ils reviennent voir soit des intervenants qui ont connu, on a la chance d'avoir des intervenants qui sont là depuis très longtemps. Puis des fois, c'est juste de dire, ben oui, j'ai été un jeune j'ai été jeune chez vous, j'ai eu besoin de votre aide il y a de cela, dans les années 90. Puis là, aujourd'hui, ça va mieux. Puis tenez, j'ai du linge à donner parce que je sais qu'on manquait de linge à l'époque, où j'ai des produits de beauté qui ne sont pas juste des dons de Moisson Montréal que je peux vous donner parce que là, j'en ai trop, j'ai pensé à vous autres. Ça, c'est ce lien-là, cette maison-là, permet beaucoup la création de ça, de cette affiliation-là. Ça fait un lien justement sur c'est quoi les facteurs de succès de ce projet-là. Bien, j'en ai parlé, le lien qui est créé. Je reviens à l'idée de l'approche globale aussi. C'est qu'on prend un jeune dans le besoin qu'il exprime ou qu'il ou elle exprime. On ne fait pas une approche mur à mur de dire, toi, tu as besoin d'aller trouver un emploi, toi, tu as besoin d'aller aux études. Ce n'est pas un programme comme ça qu'on définit. La première chose, c'est souvent en plus de laisser le temps à un jeune de se retrouver un petit peu lui-même. Un jeune qui arrive chez nous, souvent, il est perdu. Ce n'est pas vrai qu'il sait nécessairement ce qu'il veut. Des fois, il ne sait pas ce qu'il est. Des fois, juste trouver ce qui est, c'est son besoin. On a accueilli à travers le temps, dans les dernières années, beaucoup de jeunes trans qui étaient soit pré-transition, en transition ou post-transition. Puis surtout avec les pré-transitions, des fois, c'est juste le temps de se définir qu'est-ce qu'ils sont, comment ils se retrouvent là-dedans. C'est juste ça, c'est un besoin qui est exprimé qu'il faut pouvoir accompagner parce que ça prend beaucoup d'étapes dans la vie. Je parle des jeunes trans, mais ça peut être aussi des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale, juste de trouver le soutien pour se faire reconnaître pour avoir un diagnostic ou avoir une médication stable, si c'est ça le besoin qui est exprimé, ou d'avoir du support dans l'acceptation d'un diagnostic, c'est quelque chose. Donc, nous, on essaye vraiment de voir avec le jeune que le jeune se trouve, définisse ses propres besoins. Puis nous, on va essayer d'être là pour l'accompagner. Comment on fait ça? Entre autres, par une approche multidisciplinaire au niveau de notre équipe. L'équipe d'intervenants, c'est des gens qui ont une grande expérience et qui ont beaucoup de formations différentes. Ça peut aller de jeunes qui ont des gens en psychologie, en intervention délinquance, en toxico. On a des sexologues. On a des éducateurs spécialisés. Donc, on essaie de faire trouver l'approche qui fonctionne avec le mieux avec en fonction des besoins que le jeune exprime. C'est comme ça que, entre autres, le jeune se crée des liens. Là, j'ai vu qu'il me reste un peu moins de 2 minutes, fait que je vais sur la dernière question. Dans quelle mesure votre projet est-il duplicable à d'autres communautés, secteurs montréalais? Quelle adaptation serait nécessaire? Nous, on est membre des Auberges du Cœur. Le réseau des Auberges du Cœur, c'est un groupe d'organismes qu'on a aidé à fonder à l'époque, d'ailleurs, qui, dans le fond, qui a déjà une trentaine de maisons d'hébergement à travers le Québec, dont, je pense, 8 dans Montréal ou le Grand Montréal. C'est un modèle qui se retrouve, parce que c'est un modèle qui est basé, comme je disais, sur le besoin du jeune qui est exprimé. Dans le fond, il faut des gens de la communauté, on est des organismes communautaires autonomes, il faut des gens de la communauté qui s'investissent pour créer cet organisme-là. Puis après ça, ils s'adaptent en fonction. Nous, on remarque, par exemple, dans un quartier, on a peut-être plus des plus vieux. Fait qu'il y a des Auberges du Cœur, par exemple, qui sont de 18 à 25 ans ou même de 20 à 30 ans. Ou il y en a qui sont plus pour les mineurs parce que si le besoin qui est nommé dans le milieu, donc le milieu doit d'abord nommer son besoin qui est adapté. Et après, les approches globales, l'approche d'affiliation sociale, la maison, le toit d'une Auberge du Cœur, c'est quelque chose qui, ça, vient chercher des besoins tellement fondamentaux qui s'adaptent assez facilement. Il faut juste être capable de donner sa couleur locale parce qu'on est très investi dans nos communautés. Ce n'est pas pour rien qu'on s'appelle Ressources Jeunesse de Saint-Laurent. Nos jeunes ne viennent pas tous de Saint-Laurent, mais on dit qu'on crée des Laurentiens. Parce que les jeunes qui ne sont pas de Saint-Laurent, qui viennent après ça, souvent, ils restent dans le coin. Ils se mettent à travailler dans le secteur, ils se mettent à habiter ce secteur-là, au-delà justement du toit, mais aussi dans leurs activités. Je pense que je me suis rendu à 12 minutes, Sylvie.
Un gros merci, Sébastien. Effectivement, tu es rendu à ton 12 minutes. On pourra y revenir tantôt après que les collègues aient passé, mais somme toute, je dénote énormément le sentiment d'appartenance au secteur qui est vraiment un incontournable dans tes propos. Alors, merci beaucoup, Sébastien. On va te revenir un peu plus tard. Alors, j'inviterai maintenant la deuxième panéliste, qui est Mme Marie-Noëlle L'Espérance, directrice d'En Marche 12-17. Marie-Noëlle cumule près de 20 années d'implication dans le milieu communautaire et auprès des jeunes en difficulté et dans la défense de droits. S'étant démarquée pour son engagement envers les plus vulnérables, elle agit aujourd'hui à titre de directrice d'En Marche 12-17. Son parcours professionnel témoigne de son intérêt envers les pratiques alternatives et humanistes visant un réel impact sur la prévention de l'itinérance jeunesse. En Marche 12-17 a pour mission l'accueil et l'hébergement des jeunes âgés de 12 à 17 ans en situation de grande précarité, ainsi qu'un soutien à leur entourage afin de prévenir l'ancrage à la rue. Un des volets d'action se dédie à l'accompagnement des jeunes durant leur transition à la vie adulte. C'est ainsi que l'intervention en post-hébergement et le soutien communautaire en logement social vise à permettre aux jeunes d'acquérir les outils nécessaires pour cheminer vers une vie autonome, autant par des rencontres individuelles, des activités de groupe que des ateliers thématiques. Les cheminements individuels, collectifs et citoyens sont au cœur des actions mises de l'avant. J'invite maintenant Mme L'Espérance à prendre la parole. Excellent, merci. Merci à Sylvie, merci à Sébastien qui a commencé. On reste toujours dans le thème de l'habitation. Alors, En Marche 12-17, tu nous as bien présenté, on a toutes sortes de volets, de ressources, de façons de travailler. Aujourd'hui, je vais donc me concentrer au niveau de nos offres d'hébergement et particulièrement dans l'accompagnement en logement social et au post-hébergement. Donc, il y a plusieurs façons que nous pouvons répondre aux besoins des jeunes au niveau de l'habitation en offrant du dépannage d'urgence qui va donc d'une journée à 3 journées, qui peut être répété selon les besoins. Donc, l'idée, c'est d'accueillir les jeunes à ce moment-là. L'hébergement en dépannage va permettre une sécurité, va permettre un temps de se poser ou de rebondir sur ses pieds. On a également de l'hébergement en court terme. Donc, c'est des séjours qui peuvent être de 30 jours et renouvelés. Les jeunes peuvent venir 1 mois ou 2, peuvent partir et revenir un peu plus tard quand ils en auront également besoin. Enfin, au niveau de nos logements sociaux, c'est des transitions 2 ans où les jeunes vont être autonomes dans le cadre de leur logement. On va les accompagner au travers de leur propre projet de vie qui leur appartient. Donc, les logements sociaux permettent de découvrir la vie autonome tout en ayant un intervenant à qui se référer aux besoins. Les jeunes vont avoir leur entrée, vont avoir leur appartement, c'est des 3,5 avec une chambre, et ils pourront cuisiner, ils pourront faire le budget, faire l'épicerie, apprendre le ménage, et ça va être un bon tremplin pour eux à ce moment-là. La particularité, c'est qu'En Marche intervient auprès des jeunes les plus en situation de grande vulnérabilité. Donc, souvent, ils vont être très marginalisés, être dans des moments, dans des activités de rue, des périodes qui peuvent être un peu plus troubles dans leur vie. Et nous allons travailler à ce moment-là avec eux où ils sont rendus. Donc, ce n'est pas toujours facile. Il faut comprendre qu'il y a aussi à cet âge-là beaucoup de découverte de soi. Il y a du cheminement qui est nécessaire. Au-delà de la nuit de 18 ans, souvent on se dit à partir de nos 18 ans, tout change, mais finalement, on est la même personne avec un jour de plus. Donc oui, il y a des responsabilités qui arrivent à 18 ans, mais il y a quand même un développement qui doit continuer. Et c'est de là de travailler axé sur le jeune que ça va permettre à eux de se définir tranquillement, pas vite. On va prendre le temps. Donc, je vais revenir plus tard là, dans nos facteurs de succès, mais c'est clair que de placer le jeune au centre et d'y aller au rythme est essentiel. Donc, pour venir un petit peu plus près aux questions, à quoi est-ce que ça peut répondre comme besoin? Bien, c'est sûr qu'il y a une multitude de besoins à ce moment-là, dépendamment de quel côté qu'on regarde ou de quel axe. Tout d'abord, les jeunes à ce moment-là ont besoin de se stabiliser. C'est pas facile de venir vivre dans un parcours de rue, être toujours en hyper vigilance, être dans une situation d'urgence, de répondre à des besoins immédiats, à la recherche de ressources et d'offrir un lieu d'hébergement permet aux jeunes de se stabiliser, de se
poser. C'est essentiel pour avoir le temps de regarder, de prendre des réflexions sur soi, où on veut aller, qui on est, se connaître, se découvrir. Donc, c'est déjà une très grande étape de pouvoir permettre ça aux jeunes avec un accueil qui est à très, très haut seuil. Donc, comme ça, on n'a pas de conditions d'entrée ou déjà d'étapes préalables à devoir franchir avant parce qu'on va permettre cette première étape-là pour se poser. Également, un des besoins, c'est de développer des activités qui vont être alternatives aux activités de rue. Lors de parcours de rue, les jeunes vont avoir beaucoup d'activités de rue qui peuvent répondre à des besoins si on le regarde dans une approche systémique. C'est là que ça devient des lieux de socialisation, de loisirs, des relations amicales, des relations amoureuses, des revenus informels qui ressortent de la rue. Et puis, pour passer au travers d'un parcours de rue, et viser une réaffiliation sociale, il faut trouver des moyens différents pour répondre à nos besoins, d'où l'idée de découvrir et de développer d'autres alternatives à nos activités de rue. Également, un grand besoin chez les jeunes sera de retrouver de la confiance en soi avec des parcours de vie incroyables, des épreuves qu'ils auront eu à surmonter. C'est sûr que malheureusement, la confiance en soi et l'estime de soi est bien souvent amochée. Et à ce moment-là, de leur permettre de retrouver confiance en soi par des petites réalisations, travailler sur des projets, permettre de se découvrir, bien, ça va donner un temps pour retrouver une confiance en soi. Et également, on va travailler sur le pouvoir sur sa vie. Donc, les jeunes, en étant au cœur des décisions, bien, ils sont amenés à prendre les décisions pour eux, par eux. Également, de mener projets, activités, d'être prêt à avoir son propre appartement, apprendre à faire son ménage, son épicerie, cuisiner. C'est des belles réussites. Des petites réussites peut-être, mais ô combien importantes. Et à chaque fois, on est en train de retrouver du pouvoir sur sa vie. Et c'est comme ça qu'on va aussi se donner se dire, hey, moi, j'existe, j'ai le droit, j'en vaut la peine. Et c'est ça qu'on veut faire vivre aux jeunes qui passent à On Mange. Également, c'est un temps pour expérimenter. C'est peut-être pas facile en aller en logement, on peut venir, on peut repartir, on peut revenir plus tard. Et c'est bien correct. Il faut expérimenter la vie autonome. Il faut aussi expérimenter et découvrir un monde de possibles. Qu'est-ce qui est possible de faire? Où aller? Donc, que ce soit un emploi ou 2 emplois, sans avoir la crainte de retourner à la rue. Donc, ça peut être des bons moments pendant la période de logement pour peut-être expérimenter différents types d'emplois, même des retours à l'école ou des programmes de formation. Donc, c'est aussi ce temps-là que ça peut servir, qui va être une façon d'aller chercher des outils également pour son futur plus autonome. C'est un endroit également où les jeunes vont pouvoir répondre à un besoin de se réaliser. C'est important. Au-delà de tout ce qui est les besoins de base, les jeunes ont aussi besoin de se réaliser. Et il ne faut pas oublier qu'ils sont à un âge de transition à la vie adulte, même s'ils ont un parcours de rue. Parfois, on veut emmener les personnes à aller trop vite, à se responsabiliser, à être un adulte autonome et responsable, alors qu'il faut aussi apprendre à se connaître, il faut aussi apprendre à expérimenter, mais avoir le droit de se réaliser en cours de route pour être bien avec soi-même, bien dans sa peau. C'est pour ça qu'on parle également d'un lieu pour se construire ou se reconstruire. Donc, un endroit parfois pour remettre les morceaux du casse-tête en ordre, pour comprendre des périodes, comprendre des choses qui sont peut-être passées dans leur vie, comprendre des réactions, des mécanismes qui sont mis de l'avant. Et en les comprenant mieux, bien, c'est sûr qu'on se stabilise encore plus et on est encore plus fort pour affronter les prochains écueils. D'ailleurs, l'image qui nous représente en marge, c'est un peu un phare dans la tempête à ce moment-là. C'est le jeune qui est au cœur de toute notre action. Et puis, c'est eux qui sont responsables de cheminer. Et nous, peut-être qu'on aurait été ce phare-là à une période un peu trouble. Donc, à partir des besoins, c'est sûr que ça permet de répondre à plusieurs facteurs de protection et
notre intervention va viser à agir sur la personne. Donc, avec tout ce que je viens de vous présenter, de voir un endroit où se poser, un endroit donc où prendre le temps, bien, c'est sûr qu'on peut comprendre un peu plus son parcours et de cette façon-là, va faire émerger aussi des conditions plus optimales pour une saine santé psychologique. Donc, c'est important pour les jeunes aussi de sortir de cet état d'hypervigilance dont je parlais un petit peu plus tôt pour pouvoir prendre des respirations, regarder un peu plus loin. Également, quand on retrouve une confiance en soi et on développe notre estime de soi, bien, on croit au futur, puis on a envie de faire des choix qui pourront être plus sains pour nous. Donc, de cheminer au travers de ce parcours-là. Également, bien en marche va être aussi une façon d'agir sur un contexte où on va mettre des conditions favorables. C'est un milieu de vie qui va être quand même plus sain. C'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile. Il y a du monde qui passe, on est quand même une maison d'hébergement, mais malgré tout, les jeunes peuvent y rencontrer d'autres jeunes, un peu comme le parlait notre collègue tantôt, Sébastien. C'est un endroit aussi où ils peuvent voir des intervenants, des personnes qui peuvent représenter, être là, être des modèles parfois. Et surtout, un endroit où on va présenter de quoi de différent, qu'est-ce que les jeunes peuvent avoir l'habitude de voir. Donc, où la violence ne sera pas banalisée, où la consommation de drogue peut faire partie de la vie de certaines personnes, mais ce n'est pas nécessairement la seule chose qui existe. Et c'est de là qu'on travaille à d'autres alternatives à la rue, dont je parlais plus tôt. Également, donc, quand on travaille sur la stabilité et on travaille sur une stabilité résidentielle, c'est sûr, on va avoir une réponse aux besoins de base également, mais aussi être en contact avec un intervenant qui va pouvoir nous suivre au cours de notre parcours, qui va nous suivre, mais à notre propre rythme. Donc, c'est une façon de donner une place aux jeunes aussi dans la ville, et je l'ai nommé un petit peu plus tôt, c'est un endroit où les jeunes ont le droit d'être. C'est ça la principale raison d'avoir une place, avoir le droit d'être, le droit d'exister, d'avoir des parcours de vie différents, le droit à la marginalité, à son rythme, et également se donner le droit d'être un jeune. Oui, il y a des responsabilités, mais la découverte de soi, elle est hyper importante parce que ce qu'on veut éviter, c'est qu'on retourne après dans la rue. C'est pour ça que la notion d'ancrage à la rue est très importante pour En Marche. On veut emmener au rythme du jeune d'aller chercher tous les outils nécessaires pour qu'il puisse cheminer par la suite. Donc, ça me permet de vous aborder, je regarde là, ça va, un petit peu nos facteurs de succès pour répondre à la question. Bien, c'est sûr que oui, on travaille avec l'approche globale, l'approche humaniste. Vous l'aurez probablement, vous êtes peut-être remarqué par vous-même avec mes propos. Donc, c'est sûr que de mettre le jeune au cœur de l'intervention et de viser une intervention basée sur le jeune, c'est essentiel. Également, on a des intervenants et intervenantes engagés qui y croient, qui travaillent dans l'horizontalité avec le jeune. Donc, ça nous permet d'y aller à leur rythme, mais ensemble, de cheminer ensemble et de respecter toute leur dignité, leurs valeurs, également leurs choix, leurs qualités et de travailler à partir de ce qu'ils sont. On a la possibilité, et on est très heureux de ne pas travailler dans la performance. On n'a pas d'objectif à atteindre. On n'est pas là pour aller cocher des cases sur formulaire. Donc, le jeune qui vit, qui expérimente, qui part, qui revient, bien, c'est bien correct comme ça parce que ce qu'on veut, c'est faire cheminer cette personne-là. Donc, il n'y a pas nécessairement ces indicateurs de succès qu'on veut emmener les jeunes absolument à franchir avec un parcours établi d'avance. Donc, ce n'est pas un parcours avec des étapes qu'ils devront obligatoirement franchir pour cheminer, mais bien calqué sur eux. Ce qui fait que parfois, des jeunes vont venir directement dans les logements. Parfois, ils peuvent passer par l'hébergement avant d'aller, par l'hébergement en court terme, avant d'aller dans un logement. Et ça va dépendre de la situation, ce qui est mieux pour cette personne-là. Également, on va offrir du soutien en post-hébergement. Donc, on peut travailler aussi avec un jeune qui va aller dans du logement à l'extérieur, du logement privé, un retour à la famille. Mais malgré tout, il peut quand même garder un lien, garder accès à un intervenant, une intervenante. Et puis ça, bien, ça peut être super aidant aussi parce que ça ne va pas arriver malheureusement du jour au lendemain qu'il n'y aura plus de problème, qu'il n'y aura plus d'écueil. Donc voilà,
En terminant, c'est tout à fait duplicable. En fait, je le souhaite. J'encourage tout le monde. On a besoin davantage de logements sociaux avec soutien communautaire. Non seulement il y a une crise de logement, mais les personnes ont besoin d'aide et il faut qu'on soit à l'écoute de leurs besoins. Donc, ce que je suggérerais pour adapter, simplement mettre la personne au cœur de nos décisions dans son projet de vie qui lui appartient, ne pas imposer notre rythme et d'offrir le soutien en accompagnement. Donc, soutien communautaire, assurément. Voilà, on a besoin de logement. Je pense que le message est passé. Tu passais très bien le message, Marie-Noëlle. Je te reconnais toujours ta passion à chaque fois que je t'entends parler de ton travail. Merci beaucoup. En tout cas, si vous n'aviez pas d'objectif à atteindre, de permettre à des jeunes de se construire et de se reconstruire, c'est un mot à dit beau succès. Alors, on reviendra tantôt, mais merci beaucoup, Marie-Noëlle, pour ta présentation. Vous pourrez poser des questions à Marie-Noëlle et à Sébastien aussi un peu plus tard là, dans la présentation. Je me permets de vous présenter maintenant notre troisième panéliste, qui est Déborah Griot, travailleuse de rue et coordonnatrice du projet Tapage à Pâques de rue. Déborah est une travailleuse de rue passionnée depuis 8 ans à Pâques de rue. Auparavant, elle a travaillé pendant de longues années sur un mandat plus généraliste dans le quartier Mercier-Ouest. Depuis juin 2020, elle sillonne le quartier de Saint-Léonard afin de créer des liens avec les jeunes du quartier plus en difficulté. Durant la pandémie, peu d'alternatives d'engagement étaient proposées aux jeunes. Il a été constaté au sein de son travail une recrudescence significative de petite criminalité, délinquance et violence. C'est ainsi qu'en septembre dernier, le projet de Tapage, qui est Travail alternatif payé à la journée de Saint-Léonard, a été mis sur pied avec sa collègue Myriam, travailleuse de rue aussi dans le quartier. Ce modèle existant depuis de nombreuses années à Montréal a été repris de par SPEC de rue. Maintenant, à Saint-Léonard, ce projet est destiné aux jeunes de 13 à 25 ans. Il est devenu un vrai succès permettant d'embaucher une cinquantaine de jeunes dans le quartier sur des missions diverses telles que le publipostage, de l'affichage ou pour l'aide à la distribution alimentaire du quartier. Je suis très heureuse maintenant de passer la parole à ma collègue Déborah. Merci Sylvie, ravie d'être là. Donc, concernant le projet Tapage, comme disait Sylvie dans la petite présentation, ce n'est pas un projet à l'initiative de Pâques de rue. Donc, en fait, nous, on l'a adapté en fait, à Saint-Léonard, mais c'est un projet qui a été mis en place dans les années 2000 par SPEC de rue destiné aux jeunes de la rue. Nous, on a souhaité l'adapter à Saint-Léonard pour les jeunes de Saint-Léonard. Donc, ça ne correspond pas forcément au profil du centre-ville, mais on a souhaité l'adapter à nos jeunes. Par le fait aussi notamment, suite à mes observations de travail de rue, mais aussi par un constat du quartier qu'on a noté. Récemment, vous avez vu que dans l'actualité, il y a eu beaucoup d'événements reliés à Saint-Léonard, notamment en lien avec la délinquance, actes de violence, affiliés ou non aux gangs de rue, mais il y a eu beaucoup de mouvements à Saint-Léonard, donc on a constaté ça. Puis il y a beaucoup aussi de conflits intergénérationnels, en lien avec les parcs notamment. Saint-Léonard, on est desservi en de nombreux beaux parcs, donc ça peut faire aussi, on a constaté beaucoup de conflits aussi dans ces endroits-là. On constate aussi, suite à la pandémie, un très fort ennui de la part des jeunes qui, en fait, n'ont plus du tout d'alternative. Auparavant, avant la pandémie, il pouvait y avoir du sport qui permettait aux jeunes de ventiler, de décompresser. Là, avec la pandémie, il n'y a vraiment rien pour eux. Donc, en fait, on s'est dit qu'on allait leur proposer une alternative positive, une reconnaissance, une implication dans la communauté aussi, parce que c'est souvent des jeunes qui sont victimes de discrimination, qui sont stigmatisés aussi par l'ensemble de la communauté, du fait qu'ils sont simplement des jeunes, parce que je pense que le monde oublie qu'ils ont été jeunes par le passé. Donc, malheureusement, le simple fait d'être jeune. Après, Saint-Léonard, c'est un quartier multiculturel. Donc aussi, il y a beaucoup de jeunes qui sont discriminés de par leur culture. Et aussi, on a constaté aussi que les jeunes étaient de plus en plus tentés à faire de l'argent de manière illégale et de plus en plus jeunes. Donc, en fait, ils sont recrutés de plus en plus jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité, nous, adapter le projet à partir de 13 ans. En temps normal, SPEC de rue le fait de 16 à 30. Nous, on le fait de 13 à 25 parce qu'on a vraiment senti qu'il y avait un besoin criant avec des jeunes de plus en plus jeunes. Donc, comme je vous disais, l'idée, en fait, c'est de reprendre un peu
le profil qu'avait fait Spec de rue, donc c'est de proposer des missions de travail de 2 à 3 heures aux jeunes du quartier, dans le quartier de Saint-Léonard. Nous, c'est ça, on s'est vraiment arrêté à Saint-Léonard parce que Tapage, en fait, ce projet-là existe comme ça depuis de nombreuses années et est réparti sur différents quartiers et porté par différents organismes sur différents quartiers. Donc, on a souhaité ne pas être concurrentiel avec d'autres quartiers pour que chacun, en fait, puisse développer des missions. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est vraiment affiliés à Saint-Léonard. Puis ça fonctionne bien comme ça, parce qu'on a beaucoup d'organismes communautaires participatifs et d'entreprises aussi qui commencent à nous proposer des missions. Donc, ce qu'il en est, c'est qu'on propose des missions de travail de 2 à 3 heures pour les jeunes, donc que ça soit après l'école, pendant la fin de semaine. Ça peut être aussi en journée pour les jeunes qui ne sont pas à l'école. Donc, on essaie de les impliquer au maximum dans la communauté pour justement changer la perception, atténuer la stigmatisation et puis développer leur identité citoyenne. Donc, comme Sylvie l'a dit tantôt, notamment par le biais des organismes communautaires. C'était le plus simple en fait pour nous, parce qu'on est travailleurs, on est toutes les deux travailleuses de rue avec Myriam, donc on connaît quand même assez bien les partenaires du quartier. On développe nos réseaux au fur et à mesure de notre présence sur le terrain. Donc, on a essayé de s'arrimer avec les organismes communautaires. Parce qu'en temps de pandémie, c'est compliqué d'avoir des missions de travail dans les entreprises, sachant qu'il y a beaucoup de monde en télétravail, que le fait aussi, sachant que les jeunes étaient aussi vecteurs et pouvaient propager le virus, en tout cas, de ce qu'il en était à l'heure actuelle, ça pouvait faire peur les entreprises. Donc, on s'est affilié aux organismes communautaires qui nous ont sollicités et nous ont présenté différentes missions. Pour vous donner des exemples, ça a été par exemple participer à la prévention de Covid. Donc, c'est des jeunes qui ont pu faire de l'affichage, de la distribution, qui ont pu aussi, à la sortie de supermarchés, présenter aussi les mesures, distribuer, rappeler les gestes barrières. Donc, en fait, ça a été très révélateur et très positif parce que les gens ne s'attendaient pas à ce que ce soit les jeunes qui fassent ça. Donc, ça a changé leur perception, puis c'était vraiment génial de les voir aller. Après, sur les autres missions, ça a été du publipostage, ça a été par exemple en lien avec le fait que les loyers sont augmentés. Donc, il y avait l'organisme de logement du quartier qui voulait faire une sensibilisation. Donc, on a fait du publipostage dans les boîtes aux lettres. Là, à chaque semaine, en fait, il y a 3 jeunes qui participent à l'aide alimentaire. Donc, ils constituent les paniers alimentaires pour les familles du quartier. Donc c'est ça, on essaie de les impliquer un peu partout pour qu'ils soient visibles aussi. Donc, veut pas, les jeunes reprennent une place dans le quartier de manière positive. La communauté les voit différemment aussi, les voit s'impliquer. Et puis pour les jeunes aussi, je trouve ça intéressant qu'ils se rendent compte aussi de l'envers du décor, de comment ça se passe, d'être aussi des fois confrontés aussi mettons, le fait que les gens viennent chercher leur panier alimentaire, ils ne se rendent pas forcément compte des fois qu'il peut y avoir ces besoins-là. Donc, je trouve ça intéressant de les projeter dans l'underground, de leur faire voir un peu qu'est-ce qu'il en est. Puis, je me perds dans mes idées. Puis tout ça pour dire que c'est ça, les jeunes, on les implique à chaque semaine. Ce projet-là, c'est un succès fou. En fait, j'ai dû bloquer les inscriptions à 50 jeunes parce qu'en fait, les jeunes se passent le mot. Les jeunes font du bouche à oreille. Les jeunes nous disent « Ah, vous avez fait travailler mon ami, moi aussi, je veux travailler. » Et en fait, on a dû arrêter ça à 50 jeunes. J'ai commencé à instaurer une liste d'attente. Mais malheureusement, en fait, pour l'instant, on ne peut pas offrir des missions de travail à tout le monde. Et puis, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on essaie de valoriser tout le monde. Donc, on essaie de faire travailler tout le monde. Puis, quand c'est possible, en fait, on essaie d'impliquer les jeunes. Tout le monde, en fait, j'aimerais qu'ils aient le même nombre de missions. C'est sûr que ce n'est pas toujours possible, dépendamment de la disponibilité des jeunes, mais c'est ça, on veut donner la chance à tout le monde. Et c'est ça qu'on se dit, c'est qu'avec ce projet-là, on donne une chance. Souvent, des jeunes ont été discriminés, n'ont pas forcément accès à des premières expériences de travail. Et puis, quand ils postulent à un endroit, on leur demande souvent « moi, j'aimerais ça que tu aies une expérience de travail ». Mais en fait, on s'est rendu compte que si personne leur donnait la chance, c'est un peu compliqué en fait de répondre à cette question, puis de se sentir valorisé, de se sentir accepté. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas forcément postuler parce qu'ils ne se sentent pas forcément armés. Donc, en fait, avec le projet Tapage, on leur permet de bonifier leur CV, d'avoir de l'expérience, d'augmenter leur confiance en eux, puis aussi de développer des nouvelles compétences. Là, on va mettre en place, par exemple, des formations pour le lavage de vitres,
pour tout ce qui est réaménagement paysager. Donc, en fait, on va essayer de leur permettre de développer de nouvelles compétences. Comme ça, après, ils pourront s'assurer, en fait, s'assurer d'être plus armés pour démarcher le marché du travail. Par exemple, il y a des jeunes qui nous ont déjà donné comme référence pour postuler dans des offres du marché du travail normal. Donc ça, c'est vraiment gagnant, là. Je veux dire, ça a été valorisé dans leur CV. Au-delà des missions de travail, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est qu'on essaie toujours de travailler en collaboration avec les organismes du quartier. Bon, on n'est pas travailleuse de rue pour rien, hein. On essaie de travailler avec tout le monde. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a déjà fait trois sessions en fait, d'information. Donc, on a fait une session d'information CV, service à la clientèle, avec des mises en situation et une formation aussi pour en fait les mobiliser et préparer le après. Parce ce qu'on leur a dit, c'est que les missions de travail, c'est des missions de travail ponctuelles. On ne peut pas les embaucher à 20 heures semaine. Donc nous, on essaie de leur permettre d'être mieux outillés aussi sur le plan comportemental, pour les outiller à savoir comment mieux démarcher pour le après. Donc, on a fait des sessions d'information, des ateliers, en fait, avec les organismes, notamment le CGE du quartier, qui nous a aidés. Donc, c'est ça. Et aussi, au fait, aussi, on a un volet aussi, parce que veut pas, ce projet-là, ça nous permet de développer des liens extraordinaires avec les jeunes, parce qu'on travaille en collaboration avec eux sur les missions de travail. C'est sûr qu'on ne peut pas être partout, parce que des fois, on a énormément de missions, puis on a aussi notre mandat de travailleuse de rue. Mais le fait d'être avec eux, d'être coude à coude à faire la mission de travail avec eux, ça nous permet de développer des liens vraiment significatifs et ça nous permet de développer un lien de confiance vraiment privilégié avec eux. Donc, ça fait partie d'un des facteurs de réussite du projet, de développer des liens significatifs. Le fait aussi que le projet a été très rapide à mettre en place au final est facile. Donc, en fait, nous, on s'est affiliés à Tapage Québec et Tapage France, qui en fait sont à l'origine du projet, pour avoir la nomination, puis pour pouvoir aussi comprendre un peu plus le programme. Je vous en parlerai après pour l'adaptation, si ça vous intéresse. Et on a souhaité, comme je disais, l'adapter à notre sauce. Donc en fait, au départ, la compensation financière, dans le projet à l'origine, c'est un salaire minimum. Mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait être concurrentiel au marché illégal, en quelque sorte, même si on sait que je ne vais pas pouvoir leur proposer d'être payés 150, 200 pièces de l'heure, on s'entend. Mais par contre, ce qu'on a mis en place, c'est on leur permet d'être payés, pour vous donner une idée, $50 pour les 3 heures de travail. Donc, c'est à peu près $16 de l'heure. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus que le salaire minimum, mais on trouvait ça intéressant, on trouvait que c'était une valorisation intéressante pour eux. Et ça marche. Après, ce qu'on leur dit, c'est que dans la vie, quand ils vont trouver du travail, c'est sûr que ce n'est pas forcément ça qu'ils vont trouver au départ, mais on les accroche d'une certaine manière avec ça. Comme je vous disais, la mobilisation est très forte. On pourrait accepter 300-400 jeunes si on voudrait. Donc, le recrutement est facile. Il y a des énormes répercussions positives, quand je vous parlais du lien, donc l'augmentation de l'expérience, l'augmentation de leur confiance en eux et en les autres aussi. Ils font confiance à des adultes significatifs qui leur donnent leur chance, donc qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir. Et on peut aussi les accompagner, parce que nous, on est intervenante de base, donc ça nous permet aussi de les accompagner sur d'autres sphères, telles que la persévérance scolaire, les relations saines égalitaires, faire le lien aussi avec la justice, parce que s'il y en a qui ont des travaux d'intérêt généraux, on peut s'organiser. Donc vraiment, ça nous permet un magnifique levier d'intervention, parce qu'au-delà de les mettre en action, nous, on a la main mise, on est là avec eux. Donc, ils savent sur qui on est, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Donc c'est ça. Je ne sais pas en temps où je suis à Courvières. Là, ce qu'on cherche à faire, en fait, pour bonifier notre projet, parce qu'on s'entend qu'on a commencé en septembre, donc on a eu un succès monstre. Là, ce qu'on se dit, c'est que pour répondre aux fortes demandes, en fait, des jeunes, en fait, on va mettre en place un projet de chargé de projet qui, lui ou elle, en fait, va être en mesure d'aller chercher, en fait, d'aller développer un réseau d'affaires, d'aller développer des nouvelles missions. Parce que là, on s'entend qu'on fonctionne avec une subvention de l'arrondissement que nous, on a déposée, qui va être reconduite. Mais de base, on voudrait que les entreprises, après, financent les jeunes. On a déjà eu quelques contrats, mais pour l'instant, on fonctionne plus avec les organismes communautaires. Donc, si vous voulez adapter le projet à votre organisme, en fait,
il faudrait s'affilier à Tapage France, Tapage Québec dans un premier temps pour respecter aussi la charte. Et puis aussi pour s'arrimer, comme je vous disais, pour ne pas faire concurrence aussi aux autres tapages, parce que l'idée, c'est de ne pas s'empiéter les uns sur les autres. Je pense qu'il peut y avoir du travail pour tout le monde. Tous les jeunes, je pense que seraient très satisfaits en fait à faire partie de ce projet-là. Donc, il est vraiment très adaptable. Après, ça peut être aussi un projet, au-delà d'être tapage, que nous, on voulait l'appellation, puis on voulait la charte, on était convaincus et tout ça, pour aussi faire du démarchage de subventions. Mais je sais qu'il y a aussi d'autres projets mobilisants, mais ils sont sur un autre concept, puis ça fonctionne aussi très bien. Donc, si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à m'écrire. Je pourrais vous laisser mes coordonnées, ce sera avec plaisir. Nous, on s'est vraiment adapté. On est travailleuse de rue, mais on est devenue coordinatrice du projet parce qu'on y croyait, puis on a vu que ça marchait. Donc là, c'est sûr que c'est en train de grossir. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va grossir encore plus. Je ne sais pas si on va être capable de maintenir ce projet à notre petite échelle, mais en tout cas, c'est un projet qui fonctionne très bien. Il y a des belles répercussions. Les jeunes sont contents, les jeunes nous sollicitent. Il y a même juste une petite anecdote, si j'ai encore le temps. Il y a un jeune qui m'a dit récemment que malheureusement, il avait été appelé à faire de la fraude parce que c'était de l'argent facile qu'on lui proposait. Et puis moi, je n'avais pas forcément de mission non plus à offrir tout le temps. Et puis il s'est rendu compte qu'il avait fait un pas de trop. Puis je trouve ça intéressant parce que ce lien de confiance est là. Puis les jeunes peuvent nous partager aussi, qui font des up and down, puis qui croient aussi au projet, qui sont mobilisés. Ils nous rappellent sans cesse qui sont motivés pour être là. Donc, n'hésitez pas à l'imaginer, à l'adapter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Déborah. Super intéressant de voir ce qui s'est développé dans Saint-Léonard, mais c'est la rapidité avec laquelle vous avez développé l'initiative qui est géniale, ce qui donne peut-être l'intérêt à plusieurs partenaires qui sont un peu éparpillés partout en ville, qui auraient peut-être le goût de développer cette initiative-là. Peut-être pour répondre, tous les panélistes, s'ils nous autorisent, on vous transmettra par la suite les coordonnées courriels, donc vous pourrez entrer en contact avec les panélistes d'aujourd'hui sans problème. Alors, Déborah, tu restes parmi nous. On va te revenir tantôt pour les questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat qu'on reprendra à la fin. J'ai des beaux messages là, pour plusieurs des 3 panélistes qui sont passés. Là. Alors, les panélistes, allez lire vos messages et ceux qui ont envie d'intervenir et de rentrer en contact avec les panélistes par la suite, n'hésitez pas à transmettre vos coordonnées. Je me permets maintenant de vous présenter le 4e panéliste, M. Martin Labrec, coordonnateur du programme d'insertion Insertec. Martin travaille dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle depuis maintenant 25 ans. Ayant commencé sa carrière à l'organisme Dans la rue, puis dans un carrefour jeunesse-emploi, il s'est spécialisé dans diverses entreprises d'insertion. Il est maintenant, et ce depuis bientôt 14 ans, le responsable du programme d'insertion d'Insertec. Insertec offre depuis plus de 20 ans des parcours d'insertion de 6 mois, principalement dans le domaine du reconditionnement du matériel informatique à des personnes de 16 à 35 ans ayant de la difficulté à intégrer le marché du travail. Alors, Martin, la parole est à toi. Merci beaucoup, Sylvie, pour la présentation. Merci aussi aux autres panélistes et merci aux gens qui sont présents. Et merci aussi de me donner l'occasion de présenter Insertec, particulièrement le programme d'insertion. Donc, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est présenter l'historique un peu d'Insertec, expliquer un peu pourquoi on est là, la mission principale, répondre aussi aux questions là, qui ont été posées dans le cadre de la rencontre, mais aussi expliquer en quoi je crois que les entreprises d'insertion et Insertec est complémentaire par rapport à ce que peut être présenté et d'autres ressources là, qui existent. Je vais essayer de garder aussi un petit peu de temps pour vous présenter certains enjeux ou défis qui sont rencontrés par Insertec et aussi les entreprises d'insertion. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Insertec, on est situé dans le quartier de Rosemont. L'histoire d'Insertec est associée à la revitalisation du site Angus, donc des shops Angus, et des trains qui se faisaient dans l'autre centenaire, millénaire. Quand il est venu le temps de faire la revitalisation, ils se sont dit qu'il faut créer des emplois, c'est la base au niveau de l'économie. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle le technopôle avec beaucoup d'entreprises, généralement en lien avec les technologies. Mais dès le départ, des gens dans le quartier qui se sont associés, différentes ressources, organismes aussi, qui faisaient le constat qu'il y avait plein de jeunes qui voulaient travailler, notamment en technologie, c'est assez populaire, mais qui avaient de la difficulté à trouver leur place sur le marché du travail.
Donc, notamment par manque d'expérience. Un peu, tantôt, je crois que c'est Sébastien qui l'évoquait, je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'expérience. Parfois, des gens aussi qui avaient peu de formation, qui n'avaient pas été en mesure de compléter une formation, ou aussi des gens qui avaient de l'expérience de la formation, mais qui n'étaient pas nécessairement reconnus au Québec. Donc, ce sont eux qui vont créer une entreprise d'insertion, comme les autres entreprises d'insertion qui existent, qui va être un tremplin, qui va permettre d'acquérir une expérience de travail qui est significative pour les préparer à intégrer ensuite le marché du travail ou éventuellement retourner aux études. Donc, c'est vraiment la raison de base. Comme le disait Sylvie, notre activité économique principale, c'est le reconditionnement de matériel informatique. Mais ça reste c'est une activité importante parce qu'on veut représenter la réalité du marché du travail, mais ça reste un prétexte. Ce qu'on veut, c'est que les gens développent des compétences qui sont transférables. Donc, au niveau des... concrètement, c'est quoi? Donc, nous, ce qu'on offre, c'est des parcours d'insertion de 6 mois. Les travailleurs en formation sont là pendant 26 semaines, 35 heures par semaine. C'est un des défis, un des enjeux dont je pourrais parler tout à l'heure. Et dans les différents postes qui sont disponibles, donc on a principalement des assembleurs de matériel informatique, donc qui travaillent au reconditionnement. Ce n'est pas des techniciens. Il y en a qui, à la fin d'un parcours, vont, par exemple, retourner aux études en informatique, DEP, AEC. Il y en a qui vont aller travailler dans des domaines de technologie où il y a de l'assemblage, donc ça peut quand même être assez diversifié. On a aussi des commis d'entrepôt. Donc, maintenant, ça inclut beaucoup au niveau de préparation des commandes en ligne. Donc, sinon, c'est au niveau de la manutention. Ce que je dis toujours, les commis d'entrepôt, ce n'est pas des gens qui vident des vannes à longueur de journée. Là. Il y a même des éléments au niveau de la gestion des stocks, des inventaires. Voilà. C'est des postes qui sont très recherchés. Ils ont la possibilité aussi là, de faire la formation au niveau de la conduite de chariot élévateur. On a également 2 types de postes qui sont plus en lien avec le service à la clientèle, donc commis aux ventes. On a une boutique, on vend des ordinateurs reconditionnés. Donc, il y a des commis aux ventes qui sont là pour offrir là, des produits et des services. Donc, on a également des commis de bureau qui travaillent avec nous, qui reçoivent les appels, prennent les messages, prennent les inscriptions, etc. Concrètement, à quoi ressemble un parcours d'insertion chez Insertec? C'est sûr que ça dépend un petit peu du métier qui est choisi. Donc, par exemple, au niveau des assembleurs, ils vont être 3 à 4 semaines en formation. On essaie de toujours être plus enligné sur la réalité du marché du travail. C'est sûr qu'au début, il y a beaucoup de connaissances à acquérir. Et je le répète, ce n'est pas un travail de technicien. Hein. Nous, on reçoit des ordinateurs de différents entreprises, organismes. On fait l'évaluation du matériel et le reconditionnement. Donc, c'est principalement un travail qui est manuel, mais qui permet aussi de valider l'intérêt des gens à travailler dans le domaine d'informatique. Ce qu'on veut aussi, puis c'est important, je pense que c'est le cas de toutes les entreprises d'insertion, c'est de permettre aux gens de vivre une expérience de travail qui est positive. Je vous dirais, la très grande majorité des gens qui viennent faire un parcours n'ont soit aucune expérience d'emploi, avec tout ce que ça peut représenter comme appréhension ou inquiétude, ou parfois, ils ont eu des expériences d'emploi, mais plutôt négatives. Donc, beaucoup d'instabilité ou des expériences où ils ne se sont pas sentis respectés ou plutôt juste comme des numéros. Donc, c'est vraiment l'idée au niveau de la stabilité, permettre pendant 6 mois de voir aussi quelles sont nos forces. Moi, je dis souvent, on accueille des gens qui ont eu différentes difficultés dans un cadre plus académique et scolaire et on permet aux gens d'apprendre autrement. Donc, je pense que c'est vraiment une des plus grandes forces des entreprises d'insertion. Au niveau des services qui sont offerts, parce que, bon, je vais vous parler un petit peu au niveau du recrutement. Nous, il y a des sessions d'information en groupe. Après ça, il y a des rencontres individuelles où on fait l'évaluation des besoins. Donc, quand on va dans une entreprise d'insertion, c'est qu'on a des objectifs. Oui, éventuellement professionnels. On veut travailler peut-être un domaine dans la technologie, mais surtout des objectifs personnels et sociaux. Donc, ça peut vraiment être très diversifié. Donc, souvent, ça tourne au niveau de la stabilité, de la confiance, d'être capable de reprendre une routine par rapport à la réalité du marché du travail. Donc, il faut qu'il y ait des services qui répondent aussi à ces besoins-là.
Ah oui, au niveau de l'âge, les critères, je pense que c'est important. On accueille des gens de 16 à 35 ans. Donc, c'est relativement nouveau pour les 16-18 ans. C'est sûr que pour les personnes de 16 à 18 ans, on veut s'assurer que ça ne favorise pas le décrochage, mais on a de plus en plus de références là, pour les plus jeunes. Donc, j'étais pour parler un petit peu des services. Donc, on a une intervenante psychosociale. Donc, il y a des plans, évidemment, là, des plans d'action. Vous connaissez un peu la routine, plan d'action, suivi individuel, soutien, référence. Aussi, on a un enseignant de la Commission scolaire de Montréal qui accompagne dans les projets de retour aux études. On a une intervenante aussi en employabilité là, qui aide notamment au niveau de la recherche d'emploi. Il y a des périodes de suivi. On fait des liens avec des employeurs. Voilà, donc je vois le temps qui passe. Je vous ai parlé un peu, bon, les conditions, c'est important aussi. Je pense qu'un des attraits, évidemment, les plus importants, c'est au niveau du salaire. Donc, dans les entreprises d'insertion, les participants ont un salaire. Chez Insertec, comme dans la plupart, c'est le salaire minimum qui est offert à 35 heures semaine. Donc, c'est vraiment, on fait partie du collectif des entreprises d'insertion. Il y en a une vingtaine à Montréal. Et souvent, un peu, la façon de fonctionner peut être similaire. Les critères peuvent être légèrement différents, mais de façon générale, c'est quand même assez similaire. Il y a du soutien, la possibilité d'être libéré pour des démarches personnelles, que ce soit au niveau juridique, au niveau de la santé, au niveau de la consommation, etc. Il y a aussi la possibilité, il y a toujours une période de probation qui permet à la personne d'évaluer est-ce que ça correspond à ce que la personne veut, puis au niveau des objectifs. Quand on est une entreprise d'insertion, je n'irai pas dans cette théorie-là, mais il faut répondre à différents critères, notamment, nous, on travaille beaucoup en collaboration avec différentes ressources, notamment les Carrefour Jeunesse Emploi, mais d'autres organismes d'employabilité. Ça me permet peut-être de parler un petit peu au niveau des enjeux. C'est sûr qu'un des obstacles, c'est le 35 heures semaine. Donc, il y a eu des mesures qui ont été mises en place, notamment, peut-être certains ont entendu parler du parcours adapté là, qui s'adressait aux jeunes issus des centres jeunesse. Malheureusement, ce programme-là n'existe plus. Par contre, il en reste quelque chose, c'est-à-dire qu'au niveau de l'intervention, du soutien, donc, on est capable d'ajuster, d'adapter un petit peu là, pour favoriser au niveau de l'intégration. On essaie de le faire. L'autre élément, c'est la question du français. Donc, c'est sûr que pour faire un parcours chez Insertec, comme il y a quand même un bon volet au niveau de la formation, cette formation-là est offerte en français, donc il faut avoir un français que je qualifierais de fonctionnel. Donc, c'est pas nécessaire. Il n'y a pas de critères de base à avoir. Il y a des gens qui débutent le parcours et qui n'ont pas complété même secondaire 1. Là. Donc, mais c'est vraiment une question d'être plus fonctionnel au niveau du français. Cependant, s'il y a des personnes là, qui ne parlent pas français, il y a le projet intégration du collectif des entreprises d'insertion qui accueille là, une fois par année là, des cohortes en francisation, qui permet aux personnes d'acquérir des formations de base en français, puis après ça, tout au long des parcours, d'améliorer leur français. Donc, ils sont, je crois, présentement en recrutement pour le prochain groupe qui va débuter en septembre prochain. Sinon, au niveau des enjeux, c'est sûr qu'en ce moment, la plupart des entreprises d'insertion ont certains enjeux au niveau du recrutement. C'est plus difficile. On le voyait avant, il y avait des éléments qui étaient positifs, c'est-à-dire que le taux de chômage est plus bas. Moi, une des hypothèses que je fais, c'est que ça prend, puis on respecte beaucoup le courage que ça prend pour se mobiliser et se mettre en action 35 heures semaine, quand ça fait un certain temps qu'on n'a pas travaillé. J'ai l'impression des fois un petit peu, mais c'est juste une hypothèse, que pour certains, là, la mobilisation, c'est comme s'ils se disent, bon, on va attendre que les choses reviennent à la normale avant de se mobiliser. Ceci étant dit, on voit en ce moment une augmentation. Malheureusement, il y a du décrochage scolaire aussi, donc des gens, là, formation en ligne. Donc, je pense qu'on va pouvoir répondre aussi à d'autres besoins à cet égard-là. Il reste moins de 2 minutes. Oui, j'avais proposé peut-être une vidéo. Ça peut être une bonne idée de le présenter parce que ça va vous donner une idée concrète là, de comment on est installé puis de l'environnement. Voilà. Puis je reviendrai avec un petit commentaire après. Merci, Martin. Alors, ce sera notre collègue à la technique, Vanessa, qui va nous passer la petite vidéo. Je peux commenter en même temps. Peut-être enlever le son.
Donc, oui, ce qu'on voit, c'est l'atelier. Ça a été filmé un peu à la hâte pour remplacer les visites en personne. Donc, c'est un environnement de travail, un atelier divisé en différentes sections. C'est la section au niveau de l'électronique, parce qu'on fait aussi là, au niveau des écrans et des imprimantes, des postes de travail. Donc, c'est vraiment un travail manuel. Je pense que les gens qui aiment au niveau de l'informatique, qui trouvent son compte. Ce n'est pas un travail qui est très exigeant physiquement, mais il faut être quand même capable de faire de la manutention. On traite chez Incertec plus de 20 000 ordinateurs par année, donc ça fait quand même beaucoup de matériel. Donc, ça saute des bouts. Il y avait un chariot élévateur qui fait partie de la formation. Notre cafétéria, on a un environnement de travail quand même assez éclairé et très professionnel. Je pense que c'est important aussi pour les personnes. Pour les travailleurs en formation, là, ça fait partie de leur identité de travailleur et de la fierté qu'ils ont à travailler. J'ai oublié de dire des éléments peut-être un peu complémentaires. On accueille une cinquantaine de personnes par année. En ce moment, c'est sur 6 groupes, donc on a aménagé, changé un peu, là, notamment là, pour pouvoir ajuster au niveau de la distanciation. Donc, on fait des plus petits groupes, mais plus fréquemment. Mais c'est quand même des entrées par groupe, mais on est presque toujours en recrutement. Comme je le disais tantôt, donc la première étape, c'est toujours, on demande aux gens d'assister à une séance d'information. Ils ont lieu tous les mardis à 1h. On a une infolettre aussi, donc pour annoncer les prochaines dates. Donc, si les gens ont la possibilité de nous contacter, vous pouvez aussi m'envoyer un courriel et je pourrais intégrer votre adresse là, à la liste de diffusion pour l'infolettre. Voilà. Merci beaucoup, Martin. Il y avait avant, d'entrée de jeu, je dois dire que les 4 panélistes, il y a des choses qui sont revenues, entre autres, sur le travail au rythme des gens. Sérieusement, c'est ce qui est transversal à l'ensemble de vos présentations, d'aller au rythme et d'apprendre différemment. J'ai trouvé très intéressant là, cette transversalité-là. J'inviterai maintenant les panélistes à ouvrir l'ensemble des caméras parce que la prochaine section sera que la salle pourra se prononcer et s'adresser à vous. J'avais quand même Mélissa qui posait la question et je crois que c'était pendant la présentation de Martin. Est-ce qu'il y a un groupe d'âge visé? Si je ne me trompe pas, c'était bien les 16-18 ans pour le travail chez toi, Martin. Hein? C'est 16-35. 35. En fait, je mettais l'accent sur le fait que depuis peu, on accepte les personnes de 16 et 17 ans. OK, donc vous étiez un peu plus bas, mais vous faites attention quand même pour pas que les gens disent « Hey, j'ai accès à un emploi, je lâche l'école parce que je m'en vais travailler. » Donc, il y avait cette préoccupation-là que vous aviez, que vous tenez en compte. Exactement. Super. Avant, j'essaie de voir, j'ai beaucoup de gens qui ont été très inspirés par vos projets, groupe. Alors, bravo pour vos initiatives. J'aurais envie, Martin a un peu mis la table sur le fait que développer des projets de cette nature-là, on est confronté à des défis, que ce soit de l'hébergement, que ce soit pour des projets qui sont ponctuels dans le temps ou des nouvelles initiatives qu'on va, et là, je pense, mettons, à du tapage, mais quand même, dans les quartiers, mettre en place des nouvelles stratégies, des nouvelles initiatives, ça implique des défis. Alors, j'aurais envie de vous entendre un peu sur les défis parce que vous avez des super belles initiatives qui fonctionnent bien. On vous voit très passionnés toutes les 4. Maintenant, s'il vous plaît, est-ce que certains d'entre vous auraient envie de nous partager les défis qu'ils rencontrent? J'imagine que peut-être le financement va ressortir un peu, mais c'est légitime, vous avez le droit de le nommer, on est là pour ça aussi. Mais j'aimerais vous entendre sur vos défis. Alors, est-ce que quelqu'un serait prêt à se lancer? Sébastien. Et moi, je suis toujours prêt à me lancer. Puis je suis aussi renommé ce que tu as nommé, Sylvie. Effectivement, le financement, c'est le nerf de la guerre. Il faut comprendre que des projets qui ont des impacts, ça demande une structure. On est dans le milieu communautaire et le milieu communautaire, des fois, on pense que c'est on va à la va comme je te pousse ou ça va vite puis on s'organise avec les moyens du bord. Oui, on reste quand même professionnels, on reste quand même des gens qui ont des missions fortes, des missions difficiles. Et ça prend donc une structure pour supporter tout ça. C'est contrairement à bien des places, quand on développe un projet, en tout cas, je parle par exemple, nous, on a le projet de vouloir développer d'autres volets à notre hébergement. Donc, il faut que ça vienne du milieu. Ce n'est pas nécessairement un top-down où on dit c'est quelqu'un qui a une idée je vais inventer une entreprise parce que je veux vendre telle chose. Non, il y a un besoin qui est identifié à travers les acteurs sur place dans un milieu particulier. Puis là, les gens s'organisent pour le faire monter. Fait que déjà, ça
c'est une organisation qui demande une structure parce que c'est une collaboration. Ces projets-là viennent d'une collaboration entre différents partenaires, entre différents acteurs. Et après ça qu'on vient de le mettre sur place, je n'ai pas envie d'ouvrir un hébergement qui serait bancal. Je n'ai pas envie d'ouvrir un hébergement qui doit fermer à tous les 6 mois parce qu'on manque tous les mois parce qu'on manque de financement, ou je dois dire à des jeunes, moi, tu viens ici, mais finalement, votant parce que je ne peux plus t'encadrer, parce que je manque de personnel, parce que mon personnel s'en va ailleurs. Donc, le financement reste le nerf de tout ça. On est des professionnels, on manque des projets professionnels, il faut les mettre. Ça doit avoir des standards professionnels. Ce n'est pas à cause qu'on n'a pas les mêmes normes, par exemple, moi je vais comparer beaucoup à la DPJ, mais qu'on a les mêmes normes, par exemple, que les centres jeunesse, qu'on n'a pas les mêmes normes que les centres jeunesse, je veux dire qu'on n'est pas autant professionnel. Au contraire, c'est juste qu'on a une approche complémentaire, alternative, qui permet, entre autres, de prendre les jeunes qui ne vont pas bien dans les centres jeunesse ou à la DPJ. Mais ces jeunes-là demandent le même niveau de professionnalisme, de soins, ils ont le droit à ces affaires-là, autant que dans le réseau. Donc, ça reste le nerf, ça reste le gros défi. Faire comprendre cet élément-là. On n'est pas là pour offrir on veut offrir les clients, là, j'ai le langage que je n'aime pas, mais les jeunes qui viennent chez nous ont droit à une qualité de service, ont besoin d'une qualité de service et on doit leur offrir. Donc, oui, c'est le financement, mais ça parle aussi de notre structure, notre organisation comme défi. Pourquoi des fois c'est long monter un peu des projets peut-être dans le communautaire? Parce que justement, on veut le faire comme du monde. On ne fait pas ça à la va comme je te pousse. C'est pas pire, ça? Comme déjà oui, comme très défi. bien. Bien, tout à fait. Puis j'entends la reconnaissance de la différence, donc de reconnaître que chaque jeune a un parcours différencié, puis que chaque jeune peut faire un choix avec le type d'accompagnement qu'il a envie d'avoir. Alors que ce soit en emploi, que ce soit en hébergement, chaque jeune a des besoins particuliers, singuliers, et on doit accepter ça. Et l'enjeu, c'est qu'au communautaire, la structure fait en sorte que la demande de financement est souvent, il faut attendre qu'il y ait un dépôt, qu'il y ait une ouverture de projet. Il faut qu'on cadre dans ce projet-là. Alors, c'est un peu plus complexe de le faire. Jusqu'à présent, Sébastien, pour te connaître assez bien, je crois que vous réussissez bien Ressources Jeunesse Saint-Laurent, mais j'entends que c'est un défi pour vous à chaque fois. Est-ce que Déborah, Martin ou Marie-Noël voudraient renchérir sur le sujet? Déborah. Je vais y aller. Nous, on n'a pas par rapport au financement, ça va, c'est correct. On a les enveloppes, l'arrondissement nous soutient. C'est plus que le contexte pandémie nous a vraiment pas aidés, dans le sens que les gens sont frileux d'engager des jeunes. Donc, c'est sûr que nous, on doit faire beaucoup de prospection. Donc, c'est pas vraiment notre mission. Donc, nous, on déroge un peu à notre mandat. Donc, ça a été un défi aussi. Mais je veux dire, c'est très enrichissant aussi d'aller explorer des nouvelles frontières. Mais c'est ça, le contexte de la pandémie n'aide pas. Donc là, on rame un peu d'avoir des missions de travail pour les jeunes, tellement on est sollicité, on veut leur offrir, mais c'est un petit peu compliqué. Donc les gens n'ont pas forcément confiance, pas forcément juste les jeunes, mais n'ont pas forcément confiance à embaucher du monde en présentiel pour les aider en fait. Donc c'est ça, on utilise des stratégies, mais c'est pas simple. C'est un défi qui est particulier parce que cette pandémie-là n'existait pas avant, elle a déjà existé, mais là, en plus, j'ai beaucoup aimé ta phrase tantôt, Déborah, quand tu as dit des fois, on oublie qu'on a tous été jeunes. C'est vrai que des fois, ce stigma-là de la jeunesse, on voit deux jeunes ensemble, puis on est comme, on devient préoccupé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de tramer? T'sais? Alors, ce stigma-là est déjà présent, ajoute le défi de la pandémie. Effectivement, mais bravo d'avoir réussi à avoir 50 jeunes intéressés, les groupes communautaires qui ont voulu. Et j'espère que peut-être dans nos partenaires actuellement qui sont présents à la conférence, il y a des gens de Saint-Léonard qui seraient peut-être intéressés à vous interpeller pour la suite des choses, Déborah. Alors, je lance l'appel aux collègues. On ne sait jamais. Tu auras peut-être des nouvelles entreprises qui seraient intéressées ou des nouveaux collègues. Les gens de Saint-Léonard, je pense qu'ils me connaissent. Ah oui, tu vas les voir souvent, j'imagine. Oui, puis à chaque fois, en fait, on les tient au courant, puis on les sollicite, on leur fait des points pour les mettre au courant. Vraiment, on les sollicite beaucoup, puis ils connaissent nos engagements, les jeunes. On les implique au plus qu'on peut, en fait. On les sollicite souvent. Donc après, s'il y a des personnes autres qui veulent nous solliciter, ils sont les bienvenus là. Super, merci Déborah. J'ai une question dans le chat pour Martin. Donc, bonjour Martin, qu'en est-il de la pression des cibles de résultats imposées par votre bailleur de fonds? J'ai quelqu'un de chez Boulot Vert qui vous pose cette question-là. Oui, je connais Sylvain. Bonjour Sylvain.
Bon, nous, on est financés, les entreprises d'insertion, principalement par Service Québec. Dans notre cas, c'est un peu moins. Excusez, on passe beaucoup de temps devant un écran. Donc, un petit peu moins que la moitié du financement. Le reste, c'est l'activité économique. Mais au niveau économique, ça va assez bien. Pour répondre à la question de Sylvain, l'approche que Service Québec a présentement, c'est de dire, vous devez démontrer que vous faites tous les efforts possibles pour atteindre les cibles. Parce que, par exemple, on a des objectifs, principalement, c'est l'intégration en emploi. Mais il y a 2 obstacles à ça présentement qui sont hors de notre contrôle. Il y a les conditions améliorées de l'assurance-emploi. On ne peut pas être contre ça. Là. Dans le contexte actuel, quelqu'un qui termine un parcours dans une entreprise d'insertion a droit de 500 $ par semaine. Donc là, compétitionner dans les emplois à salaire minimum, ça peut être difficile. L'autre élément qui est un élément très positif, c'est qu'ils ont ouvert les vannes avec la PARAF, qui est un programme d'aide au niveau de la formation. Donc, quelqu'un qui va aller en formation, c'est probablement le meilleur moment des 25 dernières années. Emploi Québec finance. Donc, évidemment, ce qui fait qu'ils ne vont pas au travail. Mais nous, entre guillemets, là, ça ne nous dérange pas. L'intégration aux études, c'est aussi valable. Donc, c'est ce qu'on met de l'avant auprès de Service Québec. Service Québec comprend aussi que c'est circonstanciel. Donc, oui, on a des difficultés au niveau des cibles de recrutement, mais des objectifs de placement. Pour l'instant, on n'est pas trop inquiet, mais on s'assure de démontrer qu'on fait les efforts requis là, quand même pour rejoindre les gens qui ont besoin du parcours et de s'assurer qu'à la fin du parcours, ben, leur présenter des options qui sont plus intéressantes que le chômage. Voilà. Ça, c'est très bien, leur offrir cette opportunité-là. Merci, Martin. J'espère que ça répond à Sylvain la question. Marie-Noëlle, j'aurais une question parce que tantôt, Sébastien nous a parlé beaucoup des jeunes les Laurentiens que tu appelais. Votre maison d'hébergement est au centre-ville. Est-ce que les jeunes proviennent de partout? Comment ça fonctionne, étant donné que vous adressez aux plus vulnérables avec des populations vraiment spécifiques? Est-ce que les jeunes proviennent de partout? Oui, tout à fait. Au niveau d'En Marge, on est en mandat régional, donc la grande région de Montréal, un peu sur la rive nord et la rive sud. Parfois, des jeunes viennent même de beaucoup plus loin, mais c'est un peu plus rare. C'est vraiment la région montréalaise. On est en accueil continu 24/7. Donc, les personnes qui débarquent en marge, on est là pour les accueillir puis voir c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'ils viennent faire en quelque sorte. Parce qu'on peut passer en marge sans nécessairement venir pour dormir, parce qu'on a tout le volet de l'accueil qui le permet également. Donc, soit par le bouche à oreille, on nous connaît, par les travailleurs de rue. On a également du travail de rue au centre-ville et aussi avec plusieurs partenaires, donc d'autres groupes communautaires, des personnes travaillant dans le réseau et dans les centres de jeunesse, lorsqu'on a des jeunes qui vivent des situations assez particulières, où on a des profils assez différents. Bien souvent, En Marge va être un lieu de prédilection parce qu'on a l'habitude d'avoir des personnes avec des profils assez éclatés. Et c'est parfois, par contre, un défi, on en parlait tantôt de défi entre avoir des suivis individualisés, axés sur la personne, mais tout en ayant le groupe également, donc dans le caring qu'on veut faire. Fait que c'est sûr que parfois, nos intervenants travaillent quand même bien fort pour conjuguer tout ça. Merci, Marie-Noëlle. Je vous poserai une question à tous les 4 parce que vous avez des jeunes plus jeunes que 18 ans et j'ai envie de vous entendre sur votre rapport aux familles, aux parents, parce que dans un contexte où on parle d'hébergement, où les jeunes vont aller habiter et pour d'autres, l'employabilité, c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé dans les 2 autres webinaires vraiment, mais je trouve que le contexte se prête très bien. C'est quoi votre rapport aux parents, l'implication des parents dans vos structures? Comment ça fonctionne? Bien, je me permets de commencer. C'est sûr Ben, qu'En vas-y donc, Marge a Marie-Noëlle. Oui, voilà. Bien, on a quand même un bon volet parents. C'est sûr qu'on n'en parlait pas aujourd'hui comme principal sujet, mais on va travailler avec les parents, que ce soit avec la ligne téléphonique, donc répondre aux parents, que de l'intervention individuelle auprès des parents, des groupes de soutien, des cafés-causeries pour les parents. On a également la médiation qui peut aider entre le parent et le jeune, parfois pour aider dans la communication et faire cheminer tout ça. Et on a aussi la communication en continu, que ce soit dans nos différents types d'hébergements, donc dans les offres de séjour que nous avons, que ce soit avec les
services qu'on a. Donc, de faire cette liaison-là entre le parent, entre le travailleur du centre jeunesse, entre le jeune, pour aider que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Ça fait partie d'un des gros travaux que nous faisons au quotidien. Est-ce que tu crois, avant que je passe la parole aux collègues, que ça peut être un des facteurs de succès, que les parents soient impliqués dans la démarche du jeune? J'ai envie de dire assurément. Je dois dire que par expérience, au niveau d'En Marge, on n'a pas toujours les parents des jeunes qu'on accueille. Parfois, on peut travailler avec des parents des jeunes qui ne sont pas avec nous ou inversement, on a des jeunes dont on n'est pas en contact avec les parents. Donc, ce n'est pas 100% des jeunes qui passent par En Marge. Ceci dit, oui, absolument. Les parents ou les personnes de confiance, de l'entourage, parfois, ça peut être une grand-mère qui va être très, très significative. Donc, de reconnecter les familles avec les jeunes, oui, c'est assurément un gage de succès. Merci Marie-Noëlle. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre dans les panélistes qui a envie de se prononcer sur l'apport Déborah? Oui, ben, c'est sûr que comme je disais, nous, le projet commence à partir de 13 ans. Donc, en fait, on fait signer une autorisation parentale pour les moins de 14 ans. Et aussi, je te dirais que des fois, j'ai des parents qui m'appellent parce que moi, les jeunes, je les ai souvent recrutés dans les parcs parce que j'ai fait beaucoup de soirées pizza pour atteindre un certain groupe de jeunes dans un parc. Je voulais atteindre des jeunes en particulier, donc j'ai des jeunes qui disent: «Ouais, mes parents, ils se demandent qui vous êtes, en fait». Ils disent souvent: «Ouais, mais c'est Déborah, c'est Déborah». «Ouais, mais c'est qui Déborah?» C'est genre, c'est un peu bizarre de se dire: «Il y a une personne dans un parc qui nous a recrutés, puis maintenant qui nous fait travailler, puis qui nous donne 50 $». Puis aussi, il y a une anecdote aussi, un directeur d'adjoint d'école, hein, de Syntex, avec qui je travaille, qui ne me connaissait pas encore, puis m'a vu distribuer des 50 $ aux jeunes, puis Ah oui, je pense qu'il fallait que tu clarifies, hein? en tout cas, c'était drôle, il fallait que je clarifie. Non, 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 je l'ai fait travailler dans un contexte particulier, nanana. Donc c'est aussi pour rassurer les parents qui, des fois, se demandent qui je suis, de quelle manière ça s'organise. Donc j'ai des parents qui viennent me rencontrer au début d'une mission ou à la fin, puis j'ai des parents qui sont venus la première fois, mais maintenant, c'est correct, ils me font confiance, puis mais ça l'arrive. Des fois, il y a des parents, non, on n'en entend pas parler, là, mais ça dépend des jeunes. Sébastien, tu avais levé la main, je t'inviterai à répondre. On aura une dernière question avant de terminer, qui est intéressante aussi en lien avec la pandémie. Je pense qu'on n'y échappe pas cette année. Alors, Sébastien, pour les parents, tu as le goût d'intervenir? Oui, bien en fait, parce que c'est drôle, parce que je connais bien En Marge. On a des jeunes qui, des fois, se promènent entre En Marge et Ressources Jeunesse. En Marge, c'est ça, avec un volet sur des fois plus jeune. Nous, on commence c'est du 16-17 ans. Et au contraire, justement, les parents, souvent, c'est pas, on n'a pas le lien fort. Si le jeune homme qui a besoin, qui veut travailler avec le lien parental, le lien familial, on va le soutenir là-dedans. Mais ça va être le jeune qui va faire les démarches. Nous, on offre très peu à ce niveau-là. Je dirais même que des fois, on a travaillé plus l'émancipation que le lien familial. Puis c'est vraiment toujours, nous, on focus sur le jeune. Donc, si le jeune nous demande de l'aider là-dedans, oui, on va le faire, mais sinon, c'est au contraire, on dit quoi, toi, qu'est-ce que tu as besoin personnellement? Est-ce que ça inclut tes parents? Est-ce qu'il y a moyen aussi que tu bâtisses un lien sain, mais qui n'est pas nécessairement très présentiel? Peut-être qu'un bon lien avec ton parent va être de garder une certaine distance, parce que de cette façon-là, vous êtes capable d'avoir un lien qui reste sain, mais ce n'est peut-être pas le fait de devoir retourner chez lui ou le fait de devoir avoir des contacts fréquents qui vont être utiles dans ton cas. Fait qu'on est plus dans cet aspect-là, nous. Fait que c'est une des différentes approches, justement, mais on est un peu plus vieux. Nous, c'est du 16-17. Souvent, en plus, qui viennent des centres jeunesse, donc souvent, le parent n'est pas tout le temps là non plus, dans le décor, justement. Encore, c'est intéressant parce qu'on entend le respect du besoin et de la volonté du jeune, donc mettre le jeune au cœur de son plan d'intervention. Donc, c'est vraiment lui qui définit de qui il veut bien s'entourer dans son processus de changement ou d'amélioration de sa qualité de vie. Alors, c'est génial. J'ai une question dans le chat qui est comment est-ce que la pandémie a-t-elle eu un impact dans la manière dont vous rejoignez vos jeunes? Et y a-t-il eu des difficultés que vous avez dû surmonter et quelles leçons en tirez-vous en lien avec la pandémie? Je vous inviterai à compléter et à terminer sur cette question. Alors, j'inviterai Martin comme premier intervenant. Très rapidement, c'est sûr que beaucoup d'adaptations physiques. Donc, pour respecter, là, on est une entreprise véritable, les consignes de la santé et sécurité. Et on a tout converti, comme je le disais tout à l'heure, le recrutement à distance, donc que ce soit les
séances d'information ou les entrevues individuelles. Mais sinon, moi, je suis soufflé par le respect, le professionnalisme aussi, la capacité d'adaptation, de résilience des travailleurs en formation. Je m'attendais, il y a quand même plusieurs contraintes. Je m'attendais à ce qu'il y ait des abandons. On n'a pas eu d'abandon. Oui, on fait des rappels d'éducation, mais sont vraiment très, 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 très bons. Là. Donc, moi, chapeau et respect. Là. Ceux qui sont là, c'est qu'ils veulent vraiment être là. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Super, oui, parce qu'on sait que les programmes mis en place auraient pu contribuer à autre chose. Alors, super, oui. Tant mieux. On ne peut que les féliciter, ceux qui se sont engagés là-dedans. Pour Déborah, est-ce que toi, tu nous as parlé un petit peu tantôt, mais toi, au contraire, là, ça a été la cohue. Alors, parle-nous donc de ton recrutement. Oui, ça a été la cohue, mais moi, j'ai un peu dénaturé mon travail, encore une fois, à cause de la pandémie, parce que je développais vraiment ma présence sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, parce que je veux pas les jeunes, avec les restrictions en lien avec la Covid qui ont toujours été changeantes. À un moment donné, on pouvait faire les rassemblements, après, je ne pouvais plus donner de la nourriture. Donc, c'était un peu compliqué de s'adapter. Donc, le lien s'est continué continuellement, surtout en soirée, en fait, avec les jeunes. Puis, moi, je recrute, mais j'aime pas utiliser ce terme-là, là, mais je recrute mes jeunes essentiellement sur Insta parce que je garde le lien facilement. Donc, c'est très facile. Les jeunes sont constamment là-dessus. C'est un prolongement de leur corps. Donc, je sais qu'ils l'ont toujours sur eux. Ils répondent assez rapidement et sont assez réactifs quand je leur propose une mission. Donc, ça, c'est honnêtement, ça, je sais que ça a dénaturé notre travail. Après, je ne sais pas comment on va travailler pour le après, mais ça nous a vraiment aidés à continuer. Après, une leçon que j'en tirerais, c'est quand même que moi, j'incite toujours à voir les jeunes. De toute façon, anyway, je suis obligée de les voir pour les payer. Donc, je trouve ça génial parce que c'est un prétexte. Donc, je les vois en personne, ça nous permet d'échanger. Mais heureusement qu'il y a ça parce que sinon, le lien réel, on le perd en fait. Donc, c'est sûr que ça dénature beaucoup. Ça nous questionne sur nos pratiques aussi. Ce que j'entends beaucoup, c'est la suite. Hein, comment on va entrevoir la suite, étant donné que maintenant, les médias sociaux ont pris beaucoup d'ampleur. On le voit comme nous, comme travailleurs. Tu sais, comment on va travailler après cette pandémie-là où le télétravail a pris tellement de place. Chez les jeunes, la même chose, le contact qu'on a créé par le Zoom, par le Teams et par les réseaux sociaux. Je suis d'accord avec toi que si tu étais sur Instagram, tu as eu... Oui, ça a été de la folie. Puis surtout, Sylvie, ce que tu sais, quand tu dis, je parle d'une habitude, j'ai l'impression que là, une habitude, normalement, il faut une trentaine de jours pour la prendre. Là, le fait que depuis plus d'1 an, le monde est en télétravail, j'ai l'impression que ça va être très, très, très difficile à revenir en arrière. C'est comme j'ai l'impression que ça fait partie de notre vie maintenant. Effectivement. Donc, j'ai hâte de voir comment on va sortir de tout ça, mais c'est enrichissant et en même temps, c'est déstabilisant. Super. Bien, merci parce qu'effectivement, les médias sociaux ont été probablement, t'en as tiré une leçon que ça a quand même bien fonctionné. On n'aurait peut-être pas osé auparavant, mais c'est peut-être un ajout plutôt qu'une perte, hein, un ajout à votre travail en travail de rue, une autre façon de rejoindre vos jeunes que vous voyez moins pendant différentes périodes. Alors, c'est peut-être une belle force pour la suite. Si Sébastien et Marie-Noëlle, vous n'avez rien à ajouter, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, t'avais-tu un petit quelque chose, Sébastien? Parce que je sais que tu aurais quelque chose à ajouter. Toujours. Juste pour dire que nous, je trouve difficile en hébergement. Vite, là, sans tout mettre le contexte, ce qui est difficile, c'est que les jeunes, on est obligé de respecter les règles de la CNESST, veut pas, pour protéger nos employés, ce qui est tout à fait normal, mais ça met en sorte qu'on met beaucoup de règles qui fait qu'on perd un peu de ce que je parlais au début, c'est-à-dire le lien, l'habitat naturel, la maison familiale qu'on essaie de recréer. C'est difficile de la faire à 2 mètres, derrière un masque, derrière une visière, assis quand il y a des gros X rouges. Et ça crée beaucoup de difficultés. Puis les jeunes, des fois, on leur en demande beaucoup, ils sont énormément résilients, mais je comprends à un moment donné, ils ont tellement plus de règles qu'ailleurs parce que c'est considéré comme un milieu de travail et comme lieu. C'est très dur, cet aspect-là. Nos jeunes, je les comprends, il y en a beaucoup qui partent, qui reviennent, qui partent, qui reviennent. Je les comprends complètement, cependant. Puis c'est quelque chose d'énorme qui est vécu par eux autres, qu'on oublie ces aspects-là beaucoup dans la pandémie. Ouais. C'est exigeant, effectivement. C'est un ajout déjà que de reprendre du pouvoir sur leur vie, c'est très exigeant. Ça demande beaucoup d'énergie. Et là, on ajoute en plus des facteurs qui sont externes à leur propre choix. Marie-Noëlle, tu compléterais sur ça? Je vais compléter. Je termine avec le couvre-feu et les mesures dans l'espace public. Ça l'a énormément joué dans les personnes qu'on rencontre sur la rue en travail de rue et également l'accès
au dodo. Habituellement, les gens arrivaient plus tard. Et comme je disais, on était dans un accueil 24/7. Après 8 heures, ça a eu un impact incroyable à partir du couvre-feu cet hiver. Et on a beau avoir dit que finalement, par les tribunaux, que les personnes pouvaient avoir le droit quand ils sont sans abri, hein, c'était le libellé utilisé. Plusieurs personnes, pour diverses conditions, peuvent craindre d'être interpellées sur la voie publique, donc vont se priver, vont rester dans des endroits qui peuvent être des bons lieux pour se débrouiller, mais parfois avec malheureusement bien d'autres impacts plus négatifs. Et ça le nuit incroyablement à notre travail. Oui, je crois qu'effectivement, on ne l'avait pas vu venir, mais ça a eu un impact majeur pour les personnes qui étaient en plus grande difficulté. Chers panélistes, je vous remercie beaucoup du temps que vous avez octroyé. Vous avez des belles dans la discussion, vous pouvez aller lire les messages qui vous sont adressés. Les gens semblent bien heureux. Chers participants, merci d'avoir tenu le fort avec nous tout au long de la rencontre. Il est maintenant, si je ne me trompe pas, 14h58, parce qu'on souhaite toujours rester disponible à l'heure prévue et terminée. Toutefois, vous avez la chance de répondre dès maintenant. On vous invite à le faire au petit sondage qui est mis dans la section de discussion pour nous aider à s'améliorer et être meilleurs les prochaines fois encore. Restez à l'affût, allez voir sur le site web du Rézal pour le colloque en présentiel. On souhaite encore vous voir en 2021 en vrai. Alors, on vous remercie de votre présence. Merci à vous toutes et bonne fin de journée. Merci à toi, Sylvie, pour la modération. Merci à tous. Au plaisir. Bonne journée. Bye bye.